Tu le sais, mais dernièrement, suite aux précédentes vidéos que j'ai publiées sur la chaîne sur les ETF, j'ai évoqué à plusieurs reprises les ETF Smart Beta. Et j'ai eu pas mal de questions sur le sujet des ETF Smart Beta, donc j'ai décidé de faire une vidéo complète sur ce sujet pour te montrer déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, les informations, où est-ce que tu pourras finalement les retrouver, quels sont les différents types d'ETF Smart Beta, et je te donnerai en fin de la vidéo les meilleurs ETF Smart Beta que tu pourras utiliser éventuellement pour les ajouter à ton portefeuille d'ETF sur le long terme. Donc déjà pour comprendre ce qu'est un ETF Smart Beta, il faut déjà que j'arrive à t'expliquer de la manière la plus simple possible ce qu'est tout simplement le bêta, ou le bêta en finance quand on parle d'actifs financiers. Donc le bêta, c'est un outil qui va te permettre de mesurer tout simplement le risque d'un actif. Le principe de cet outil, c'est de comparer les mouvements effectués par un actif particulier par rapport à son marché de référence, ce qui va nous permettre, nous, à terme, de déterminer son niveau de risque par rapport aux autres actifs de référence. Donc, si je t'explique mathématiquement ce que c'est, je vais te donner quand même la définition, puis après je vais te donner un exemple, parce que mathématiquement, je ne suis pas persuadé que ça va véritablement te parler, mais mathématiquement, le bêta de l'actif financier, ça va se définir comme le rapport de la covariance de la rentabilité de l'actif avec celle du marché à la variance de la rentabilité du marché. Donc là, tu vois, ça, à mon avis, ça t'a pas parlé du tout. J'étais obligé de te donner cette définition parce que c'est une définition du bêta, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le bêta, en fait, ça permet simplement de mesurer le risque d'un actif par rapport à son marché de référence. Plus on va avoir un bêta qui va être élevé, plus on considère que c'est un actif qui va être théoriquement, si tu veux, plus risqué que son marché de référence parce qu'il va être plus volatile. C'est tout ce que ça veut dire. Donc je vais te donner un exemple concret. Si on prend le cas par exemple du CAC 40, tu sais le CAC 40 c'est un indice qui représente les performances des 40 plus grosses entreprises françaises. Donc si on analyse par exemple le CAC 40 d'une action par exemple du CAC 40 qui va avoir un bêta de 1,8, donc qui va être supérieur à 1, ça veut dire que si le CAC 40 augmente de 10%, là, théoriquement, ça veut dire que cette action, elle devrait varier tout simplement de 18%. Donc elle va amplifier un peu plus, si tu veux, les mouvements par rapport à son indice de référence qui est le CAC 40, parce que il a un bêta qui est supérieur à 1. A l'inverse, si je prends une entreprise qui va avoir un bêta par exemple de 0,7, on va reprendre une même boîte qui fait partie du CAC 40, donc son indice de référence c'est le CAC 40, cette boîte elle va avoir un bêta de 0,7, donc ça veut dire que si le CAC 40 augmente de 10%, là on va avoir, enfin fluctue de 10%, là cette entreprise va avoir un mouvement si tu veux de 7% seulement, parce qu'elle a un bêta de 0,7. Donc vu qu'elle va avoir un mouvement de 0,7, enfin de 7%, donc un bêta de 0,7, on considère qu'elle est moins risquée puisqu'elle est moins volatile que son indice de référence. Est-ce que ça veut dire qu'elle est de meilleure qualité? Absolument pas sûr, hein, tu vois. Mais par contre, voilà, c'est juste ce que ça veut dire. En fait, ça permet juste de mesurer le niveau de risque que tu prends en investissant dans un actif, parce que dans la tête de beaucoup d'investisseurs, le risque se caractérise par une volatilité importante. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que le marché des crypto-monnaies, et je ne dis pas que c'est forcément un tort, mais que le marché des crypto-monnaies est bien plus risqué que les autres classes d'actifs parce que justement, c'est un marché qui est extrêmement volatile. Mais en réalité, les performances qu'on a dans le marché des crypto-monnaies, on est capable d'avoir ces performances aussi importantes et pas sur le marché de l'immobilier, des actions, etc., etc., justement parce qu'on a cette volatilité. Le prix qu'on est amené à payer en tant qu'investisseur pour obtenir les performances aussi importantes qu'on retrouve sur le marché des crypto-monnaies, le prix qu'on est amené à payer, c'est justement cette forte volatilité. Donc tu vois, quelquefois, ça peut être vu comme un avantage, comme un inconvénient, mais le bêta, en tout cas, c'est un critère que tu seras amené à trouver quelquefois et à retrouver sur pas mal d'analyses de portefeuille sur les marchés financiers. Tu l'as compris, mais le bêta, ça représente la sensibilité d'un actif par rapport au mouvement du marché. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sites qui permettent de référencer par rapport aux différentes industries les bêtas potentiels par industrie pour avoir une vision un peu plus objective de ce qui peut se passer derrière. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Là, c'est plutôt par rapport au secteur US, hein, aux États-Unis. Mais ça sera quand même assez significatif par rapport à ce qu'on peut retrouver en France de toute façon. Si on prend la première industrie qui est l'advertising, en fait c'est la publicité, on voit qu'à l'intérieur il y a 49 entreprises différentes, en tout cas dans cette catégorie si tu veux d'entreprises. On voit qu'on est sur un bêta de 1,34, donc tu vois on est supérieur à 1, donc on considère que c'est plus risqué, plus volatile que son indice de référence. Après à voir si justement cette industrie elle est peut-être plus performante aussi que son indice de référence. Des fois, tu es capable de prendre plus de risques,
si jamais tu as une performance qui va aussi du même côté, tu vois. C'est toujours une balance entre le risque et le rendement. J'accepte de prendre plus de risques si je souhaite avoir plus de rendement et vice-versa. Si je veux prendre moins de risques, en général, ça va aller avec moins de performance et moins de rendement. Si je descends un petit peu plus bas, on peut aller regarder sur des secteurs un peu moins touchés, si tu veux, en termes de volatilité, avec un bêta relativement faible. Là, par exemple, sur des secteurs défensifs comme celui de la nourriture ou pour des besoins de première nécessité, là, tu vois, pour le cas des retail, on voit qu'on est sur un bêta de 0,30. Bon, bah, vu qu'on est sur un secteur défensif avec des besoins de première nécessité, même en période de crise, de toute façon, on aura besoin de se nourrir. Donc, forcément, par rapport à l'indice de référence, c'est des industries qui seront nettement moins touchées, en tout cas nettement moins volatiles. Après, est-ce qu'elles seront moins performantes? Ça aussi, ça sera quelque chose à regarder. Mais tu vois, tous ces points, c'est quand même quelque chose d'important, je trouve, à avoir en tête pour se rendre compte un petit peu de où est-ce qu'on met les pieds et comment on souhaite créer notre portefeuille d'ETF sur le long terme. Alors je pense que tu l'auras compris, mais de toute façon, sans volatilité, de toute façon, il n'y a pas de performance. La volatilité, c'est à la fois valable à la hausse mais à la baisse, et souvent les investisseurs, ils ont plutôt peur de la volatilité à la baisse, même si ça fait partie de toute façon de la croissance d'une classe d'actifs et puis même des cycles. Hein. À chaque fois, sur les différentes classes d'actifs, tu as différents cycles qui peuvent être plus ou moins longs. Dans les crypto-monnaies, on est sur des cycles quand même relativement courts et très rapides et assez explosifs, alors que sur le marché, par exemple des obligations ou des actions, on est quand même sur des cycles beaucoup plus longs comme celui des métaux précieux. Déjà parce qu'on est sur des classes d'actifs beaucoup plus implantées et beaucoup moins récentes que celui des crypto-monnaies, mais voilà. En tout cas, il faut vraiment que tu comprennes que la volatilité, c'est quand même quelque chose d'important et que de toute façon, sans volatilité, il n'y aura pas de performance. Ce qu'il faut que tu saches aujourd'hui, c'est qu'il existe tout un tas de modèles différents, en tout cas tout un tas de chercheurs qui ont essayé de créer des modèles pour expliquer les performances de certaines actions par rapport à d'autres. Parce qu'en effet, hein, ça serait important de pouvoir déterminer les facteurs les plus importants, ou en tout cas ceux qui auraient la capacité de pouvoir influencer de manière positive les performances d'une action. Si on arrive à isoler ces différents facteurs et de pouvoir après éventuellement les sélectionner vers certains ETF, ça pourrait nous permettre peut-être d'avoir des performances plus intéressantes sur le long terme. Et parmi tous les modèles qui existent, il y en a un qui est très connu, même si aujourd'hui il commence un peu plus à être remis en cause, c'est le modèle de Carhart. Et notamment dans ce modèle de Carhart, donc les chercheurs ont, on va dire, identifié 4 critères différents qui pourraient expliquer les performances de certaines actions par rapport à d'autres. Donc dans ces facteurs-là, on va avoir le marché, on va avoir le facteur momentum, on va avoir le facteur value, notamment avec l'étude du ratio price to book que j'ai évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Et également, on va avoir aussi on va dire le critère small cap, donc pour les petites capitalisations. Forcément, tu vois, pour te donner l'exemple des small cap, si tu investis sur des petites entreprises, si jamais ces entreprises-là commencent à grandir beaucoup plus, tu vas avoir plus de résultats, tu vas avoir plus de performances que si tu décides d'investir sur des structures qui sont beaucoup plus implantées, qui sont là depuis des centaines d'années et qui ne recherchent pas forcément des aussi grosses performances que des petites startups ou des petites structures. Donc tu vois, parmi ces 4 critères, je te les répète, on a le critère momentum, on a le critère value avec notamment l'analyse du price to book, on va avoir les small caps, donc les petites capitalisations, et on va avoir aussi l'étude du marché. Donc ça c'est un modèle, qui est celui du modèle de Carhart. Aujourd'hui, il semblerait qu'on ait encore d'autres facteurs qui auraient pu être trouvés. Le dernier que j'avais vu, il y avait 6 facteurs différents, mais voilà, en tout cas, ça me permet de faire la transition pour commencer à évoquer avec toi le sujet qui nous intéresse dans cette vidéo, qui est celui tout simplement des ETF Smart Beta. Alors tu le sais, hein, mais la plupart et l'écrasante majorité des ETF qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché, c'est des ETF qui ont une pondération, si tu veux, par capitalisation. C'est-à-dire que plus tu vas avoir une entreprise qui va être grosse, plus elle va avoir une capitalisation élevée, et plus elle va peser lourd dans l'indice sous-jacent et finalement dans l'ETF qui va répliquer les performances de ton indice. Si je prends le cas du S&P 500 qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines, à l'intérieur tu vas retrouver des grosses boîtes comme Apple, Facebook, Microsoft, etc., etc., avec une pondération importante pour ces grosses boîtes parce que c'est une pondération par capitalisation. Donc souvent tu vas retrouver Apple avec 7% de la capitalisation, tu vas retrouver Tesla, Microsoft, Google, Amazon, etc., qui vont représenter comme aussi une part significative de cet indice et du coup de l'ETF in fine qui va répliquer les performances de cet indice. Donc ça pose tout un tas de problèmes. Premièrement déjà en termes de volatilité, parce que tu le sais, mais la fois où par exemple Facebook a annoncé le fait qu'il rejoignait le métavers dans le domaine des crypto-monnaies, il a renommé sa boîte Meta, et au moment où ils ont sorti leur premier prototype de métavers, entre guillemets, ça a fait un gros flop, ce qui fait que le jour même, la boîte a perdu énormément de valeur. Donc si
on se retrouve avec une part importante de Facebook, si tu veux, dans le portefeuille, le jour où on a des mauvaises nouvelles comme ça peut entraîner une volatilité qu'on n'a pas forcément envie d'avoir en tant qu'investisseur. Donc ça, c'est un premier point. Et puis en plus de ça, si on a une boîte qui représente une part importante, ou en tout cas qui représente un poids important, si tu veux, dans cet indice, à cause de cette répartition par capitalisation, si la boîte demain fait faillite, parce que ça peut arriver, hein, c'est peut-être pas forcément du jour au lendemain que des boîtes comme Facebook, Apple, Microsoft puissent faire faillite, même si ça reste aussi une possibilité. Il y a des boîtes qui étaient très grosses par le passé qui ont disparu, donc il y a aussi ça à prendre en compte, et donc forcément si tu investis dans une boîte qui représente 10% de ton portefeuille, si demain elle fait faillite, bah, si tu veux, déjà en termes de volatilité et de performance, ça peut faire relativement mal. Donc il y a eu le développement de certains ETF qui permettent de ne plus avoir, si tu veux, une répartition classique avec des ETF classiques, avec une pondération d'entreprise par rapport à leur capitalisation. On va rechercher une pondération qui va être différente avec certains critères que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt, comme par exemple choisir des entreprises par rapport à la volatilité des actions avec un ETF par exemple qui va avoir une faible volatilité. On va pouvoir choisir des ETF qui vont sélectionner des entreprises par rapport à un certain versement de dividendes, par rapport à un certain facteur value aussi que je t'ai évoqué tout à l'heure. Donc là, dans ce cas-là, on va surpondérer les entreprises qui vont être sous-valorisées par rapport à un indicateur que je t'ai déjà évoqué à plusieurs reprises qui s'appelle le price to book. Donc c'est tout ça en fait qui rentre en ligne de compte quand on parle d'ETF Smart Beta. En fait, on va essayer de rechercher des ETF qui vont avoir une pondération, en tout cas un choix d'entreprise qui va différer de ce qui se fait habituellement. Et habituellement, je te le répète, c'est plutôt une pondération par capitalisation. Il faut bien comprendre que les ETF Smart Beta, comme on les appelle, c'est pas des ETF qui ont une garantie, si tu veux, de surperformer le marché. Par contre, c'est l'objectif, c'est peut-être de régler un niveau de risque qui va être différent des ETF classiques avec une pondération par capitalisation ou en tout cas une gestion de portefeuille qui va se différer de ce qui peut se faire habituellement. Là, par exemple, je t'ai mis à l'écran le cas d'un indice qui s'appelle le MSCI Europe Value Index, dans lequel tu vas pouvoir voir la comparaison, si tu veux, en termes de performance par rapport au MSCI Europe que j'ai évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne. Et là, tu vois que, par exemple, le MSCI Europe Value, on va sélectionner des entreprises européennes par rapport à leurs critères value, encore une fois, entre guillemets. Et quand on voit les performances depuis 2007, hein, la courbe en jaune, c'est le MSCI Europe classique, et le MSCI Europe Value, c'est la courbe en bleu. On voit quand même que depuis 2007, le facteur value, c'est clairement pas celui qui a surperformé. Par contre, faut comprendre que les entreprises value par rapport aux entreprises de croissance qu'on appelle growth aussi en anglais, depuis la crise des subprimes, depuis 2008, c'est des entreprises qui ont sous-performé. C'est-à-dire que les entreprises de croissance ont surperformé très largement les entreprises value et beaucoup pensent que les entreprises value, vu qu'elles ont sous-performé depuis maintenant 2008, seraient en mesure de reprendre un niveau de cycle, une performance haussière plus importante que les entreprises de croissance dans les prochaines années. Tu vois, c'est pas parce que historiquement parlant depuis la 2007-2008 on a le facteur value qui a sous-performé que ça veut forcément dire que ça sera forcément le cas si tu veux dans les prochaines années. Tu peux le voir des deux côtés. Et c'est pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne et tu verras dans la suite de cette vidéo je te donnerai une liste de certains ETF Smart Beta que je trouve en tout cas intéressants, éventuellement à ajouter en portefeuille si c'est ce que tu souhaites faire. En tout cas là tu vois là pour cet indice qui s'appelle le MSCI Europe Value Index, tu vas pouvoir voir les performances comparées donc au MSCI Europe un peu plus classique. Tu vas pouvoir voir là en dessous, en fonction des années, les performances, la volatilité, etc. etc. Tu vas pouvoir voir la répartition en termes d'entreprise, la répartition géographique, sectorielle. Et tu vois là derrière, dans ce MSCI Europe Value, on a 243 entreprises, alors qu'on en a bien plus en fait aussi dans l'indice classique du MSCI Europe. Donc il faut comprendre que quand tu vas choisir aussi des ETF Smart Beta, vu que tu vas les discriminer en fonction de certains critères, ça peut être la volatilité, ça peut être le dividende, ça peut être le critère value comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, ça peut être le critère momentum. Bon bah forcément tu vas discriminer les entreprises en fonction de certains critères, donc tu vas faire un peu comme un entonnoir et à la fin tu auras forcément une diversification qui sera un petit peu plus faible, donc un risque qui soit plus élevé. Et donc l'objectif si tu prends un risque qui est plus élevé, c'est d'aller chercher une performance qui est supérieure à la moyenne. Tu vois, toujours ça va un petit peu de pair.
Mais en tout cas, si tu veux aujourd'hui, par exemple, répliquer les performances du MSCI Europe Value Index, tu as un ETF de chez Amundi qui permet de répliquer ça avec des frais de 0,23%. C'est un ETF par capitalisation. Donc l'avantage, c'est que là, tu vas pouvoir réinvestir automatiquement les intérêts qui sont générés par ton capital. Il y a un encours sous gestion qui est quand même assez important, hein, 549 millions d'euros, c'est déjà plutôt pas mal. Moi, en général, je fais attention de ne pas descendre en dessous de certains ETF qui peuvent avoir un encours sous gestion de 50 millions d'euros. En général, je ne descends pas en deçà, mais il peut arriver que tu aies certains ETF un peu moins connus ou un peu plus exotiques, si tu veux, qui pourrait avoir un encours sous gestion un petit peu plus faible, mais il faut comprendre un petit peu les risques aussi qu'il y a derrière. Donc comme prévu et comme je te l'avais évoqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, je vais te donner quand même quelques ETF Smart Beta que tu pourras être en mesure d'utiliser. Tu vas avoir par exemple donc quelques ETF qui vont te permettre de te focaliser plutôt sur le facteur qualité. Donc là, tu en as un de iShare et de Xtracker que je t'ai présenté à l'écran. Les deux ont quand même un très fort encours sous gestion. C'est deux ETF par capitalisation qui ne sont pas disponibles sur PEA, mais qui ont des frais dans la moyenne, tu vois, entre 0,30 et 0,25. Tu vas avoir des ETF Momentum. Donc là, tu vas analyser le facteur Momentum. Tu vas plutôt surpondérer ton investissement sur les entreprises qui ont déjà performé sur les 6 à 12 mois précédents. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi une entreprise qui a bien performé par le passé a plus de probabilité de continuer de bien performer par la suite, alors qu'une boîte qui a sous-performé par le passé aura plus de difficultés à bien performer, si tu veux, dans les prochains mois, les prochaines semaines. C'est pour ça que le facteur momentum, en fait, on va regarder les entreprises qui auront bien performé sur les 6 à 12 mois précédents et on va surpondérer, si tu veux, l'ETF sur ce genre d'entreprise. Et historiquement, les ETF Momentum, c'est des ETF qui ont très très bien performé. Donc là, je t'ai mis par exemple, pareil, certains ETF, notamment de iShare et de Xtracker. Les deux ont un bon encours sous gestion, 2 ETF par capitalisation. C'est pas à chaque fois, la plupart des ETF Smart Beta, de toute façon, tu les retrouveras pas sur PEA. Mais tu vois, là, tu as des frais donc de 0,30, 0,25 pour Xtracker. iShare, c'est une sous-filiale de BlackRock, donc ça reste quand même des ETF très connus et voilà, avec une grosse structure quand même au-dessus. Si tu choisis des ETF Smart Beta avec une volatilité minimum, il y a toujours pareil, un Xtracker et iShare avec, je t'ai mis les noms au-dessus. J'ai essayé de privilégier à chaque fois les ETF capitalisants pour les raisons que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Là, on est sur un encours sous gestion de 3532 millions d'euros pour celui de iShare et pour Xtracker, on est sur un encours quand même un petit peu plus faible, même si c'est très largement suffisant, 480 millions. 2 ETF par capitalisation, 0,30, 0,25. Donc là, on va sélectionner les entreprises qui vont avoir une faible volatilité. On va sélectionner là pour les ETF avec le facteur dividende, donc plutôt on va sélectionner des entreprises par rapport à certains critères spécifiques ou par rapport à leur niveau de dividende. Donc toujours pareil, je t'ai mis un de chez Xtracker et de chez iShare. Les deux sont très bons en fait dans tous les ETF. Smart Beta, donc c'est toujours des exemples, tu verras qu'il en existe plein d'autres, mais je t'en ai quand même sélectionné quelques-uns. Le premier de iShare a un encours de 2041 millions d'euros contre 714 millions d'euros pour celui de Xtracker. Là pour le coup on est vraiment sur des ETF distribuants, hein, parce qu'on est vraiment sur le facteur dividende, donc l'objectif c'est de recevoir régulièrement des rentes. On est plutôt vers une stratégie de rente et non pas vers une stratégie de capitalisation, donc là il faut faire attention, on est quand même sur des frais relativement élevés. En général sur les ETF on est entre 0,1 jusqu'à 0,4, tu vois, c'est à peu près la moyenne. Là, quand tu passes au-dessus de 0,4, ça arrive, mais c'est quand même relativement cher par rapport à ce qui se fait. Là, pour le coup, bon voilà, je te les ai mis quand même, mais sache que dans la moyenne, ça reste quand même relativement élevé. Donc 0,46 et 0,50 pour ceux qui ont le facteur dividende. Et enfin, je t'en ai mis un autre là pour le cas des petites capitalisations, les small cap. Donc avec le modèle de Carhart, tu te souviens, ça faisait partie d'un des critères qui pouvait expliquer les performances de certaines entreprises. Donc là, on retrouve celui de Lyxor qui est disponible sur le PEA, celui d'Amundi aussi qui est disponible sur le PEA. Donc tu vois, il n'y en a pas énormément dans des ETF Smart Beta, mais ça existe. Et puis il y a toujours celui de iShare. Là, on va choisir donc le MSCI World Small Cap. Donc on va prendre les ETF, les actions qu'on retrouve dans le MSCI World, mais on va justement se focaliser uniquement, si tu veux, sur les petites capitalisations. Donc ça va réduire fortement le nombre d'entreprises dans lesquelles on va décider d'investir
d'investir. On risque d'avoir une volatilité plus importante, mais in fine, l'objectif, c'est d'aller chercher on va dire des performances plus importantes. Attention, celui de Lixor, du coup, est distribuant avec des frais de 0,40. Il est bien disponible sur PEA. Celui d'Amundi est capitalisant, mais il a un encours plus faible. Tu vois, là, on est à 103 millions d'euros contre 213 pour celui de Lixor. Bien disponible sur PEA, mais avec des frais plus faibles. Sur iShare, donc c'est pas disponible sur PEA. Par contre, tu as un encours sous gestion qui est beaucoup plus élevé et la valeur liquidative est aussi beaucoup plus abordable, tu vois. Là, on est sur 311 euros comme valeur liquidative pour Lixor contre 251 pour celui d'Amundi, alors que tu vois, pour celui de iShare, on est à 5,88 euros contre 0,35% de frais, ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura intéressé. Si tu veux télécharger le document là que je te présente à l'écran, dans lequel j'ai fait une présélection des meilleurs ETF sur compte titre, sur PEA et des ETF Smart Beta, n'hésite pas à télécharger. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Il y a tout un document que tu pourras justement télécharger, que tu pourras récupérer de ton côté. Donc tu cliques dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.